Bienvenue à tous pour une édition spéciale d'Économie Le Max sur i24 News, édition consacrée à l'agriculture sous toutes ses formes et qui nous mènera d'Afrique en Europe en passant par l'Amérique du Sud. C'est parti. Et on débute cette spéciale en Éthiopie. On évoque souvent le potentiel de ce pays où la croissance a dépassé les 10% l'an dernier et où l'agriculture pèse encore 40% du PIB. Première source de revenus du secteur, le café. On s'intéresse à un marché de niche, le café sauvage, un arabica qui pousse en pleine forêt et qui séduit par son caractère éthique. Reportage. L'Éthiopie, le seul pays au monde où le café pousse à l'état sauvage. Ici, dans la forêt Arena, l'une des plus grandes du pays, à 350 km au sud de la capitale Addis Abeba, le café arabica pousse à l'ombre des grands arbres, à environ 1800 mètres d'altitude. Et les graines ne nourrissent pas que les babouins, elles font aussi vivre les fermiers locaux. La forêt est vitale pour notre survie, parce que le café nous apporte beaucoup. Si nous n'avions pas cette forêt, nous ne serions pas en mesure de récolter et de produire ce café. Le café est la principale culture d'exportation de l'Éthiopie, mais les agriculteurs travaillent ici à très petite échelle. Les caféiers sauvages ont un rendement plus faible que leurs cousins cultivés commercialement, et leurs fèves doivent être séchées lentement au soleil plutôt que lavées en utilisant des méthodes industrielles. Mais très logiquement, ce café qui aide à protéger les forêts intéresse fortement les acheteurs éthiques, comme le mouvement Slow Food italien. Nous ne parlons pas seulement de café, nous parlons de la nature. Et soutenir ces petits producteurs, c'est aussi soutenir tout l'écosystème, cette tradition, ce mode de vie et le développement durable. C'est ça le plus important parce que c'est la deuxième plus grande forêt du pays. Slow Food met en relation les agriculteurs et leurs coopératives locales directement avec des torréfacteurs en Italie pour éviter les commissions que prendraient des intermédiaires. Cette année, un conteneur entier de café sauvage est envoyé en Italie. C'est la plus grande expédition jamais vue. Je pense que ce café a une très bonne acidité, son arôme est fleuri. Il est différent des autres parce qu'il est sauvage et aussi grâce à l'altitude parce que nous sommes très haut ici. Les forêts où pousse le café sauvage sont rares dans le pays et la menace de déforestation reste forte. Les producteurs locaux espèrent que la vente de leur café permettra de protéger les forêts et pérenniser leur production. Voilà l'autre or noir africain. On reste d'ailleurs sur le continent, mais cette fois en Afrique du Sud, où un commerce méconnu en Europe génère pourtant plusieurs dizaines de millions de dollars de revenus chaque année, celui des animaux sauvages de race. L'élevage a longtemps été la chasse gardée des Blancs, mais les choses évoluent. Regardez. Ces impalas noirs enceintes ont rapporté plus de 24 000 $ chacune à Mike Rabo. Après 3 ans d'investissement dans sa ferme dans le Limpopo, cet éleveur sud-africain a participé à une vente aux enchères et vendu des gnous et des antilopes pour la première fois. Aujourd'hui, il les capture pour les livrer à leurs nouveaux propriétaires. Une opération compliquée et dangereuse. Le vétérinaire tranquillise les animaux depuis l'hélicoptère et le reste de l'équipe a peu de temps pour aller les chercher, vérifier leur état et les embarquer à bord d'un camion. Nous n'avons pas eu d'animaux problématiques jusque-là. On est content. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin des opérations. En Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages, buffles, antilopes et gnous, représente des dizaines de millions de dollars. Une industrie traditionnellement dominée par les fermiers blancs, car le régime de l'apartheid restreignait le droit à la propriété des Noirs. Sur les 1500 fermiers que compte l'Association nationale des éleveurs d'animaux sauvages, seulement 15 sont noirs. La gauche radicale sud-africaine demande à ce que les terres des Blancs soient redistribuées aux Noirs, ce qui inquiète certains éleveurs. Mais sans utiliser des méthodes aussi extrêmes, beaucoup sont convaincus que l'industrie a besoin de se transformer pour prospérer. Comme Peter, qui a aidé Mike à se lancer. C'est le futur de l'élevage, nous devons unir nos efforts pour que ça progresse. Ce n'est pas une industrie de blancs, c'est une industrie pour quiconque croit en son avenir. Dans un pays où le salaire moyen des ménages noirs est de 625 $ par mois, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa avait suscité l'indignation en investissant dans cette industrie. Mais il n'a pas fait les gros titres quand il a vendu 3 impalas à flanc blanc pour 2,5 millions de dollars lors de cette vente aux enchères en 2014. Un signe que l'élevage d'antilopes et de buffles génère désormais plus d'intérêt et de convoitise que de scandales.
Et toujours en Afrique, intéressons-nous au Nigeria, qui est devenu l'an dernier la première économie du continent. Alors une puissance pétrolière, on le sait, mais aussi un grand exportateur de produits agricoles. Et en milieu rural, eh bien, les femmes représentent 80% de la main-d'œuvre dans les exploitations modestes. Certaines d'entre elles rêvent d'acquérir des terres, une ambition souvent difficile à réaliser. Reportage au centre du pays. Suzanne Godwin est agricultrice d'une petite exploitation depuis 10 ans dans la communauté de Tudun Adudgu, au centre du Nigeria. Un travail pour lequel elle s'est heurtée à de nombreux obstacles, à commencer par l'acquisition d'une terre. En tant que femme, nous ne possédons pas de terre et quand on loue, on peut se retrouver avec une parcelle plus petite que celle que l'on voudrait exploiter. Suzanne n'est pas la seule agricultrice confrontée à ce problème. Au Nigeria, les traditions et les coutumes sont souvent un frein aux ambitions des femmes. Conformément aux traditions, une femme vient d'une autre famille dans le but d'être mariée. Par conséquent, seul son père ou son mari peuvent lui faire don d'une terre. Elle n'a aucun droit d'en acheter une. La plupart des femmes qui n'héritent pas d'une terre finissent par la louer à leur homologue masculin. Une situation qui crée des tensions, car si les récoltes sont mauvaises, les hommes n'hésitent pas à reprendre leur terre. En général, on loue une terre pour 5 ou 3 ans. Après négociation avec le propriétaire, on utilise du fertilisant pour mieux exploiter la terre. Et c'est à ce moment-là que l'homme revient et décide de reprendre son exploitation. Face à la récente chute des prix du pétrole, le Nigeria, premier producteur du continent africain, a tout intérêt à diversifier son économie. Dans un pays où les femmes produisent 65% des produits locaux, miser sur l'agriculture implique un changement des mentalités. L'ONG Oxfam lutte pour l'émancipation des agricultrices. Pour le moment, elles sont encore désavantagées par certaines pratiques culturelles qui persistent. Tant qu'elles ne pourront pas acheter, elles n'auront pas de parcelles. Certains obstacles majeurs ont besoin d'être levés pour que les femmes puissent posséder leurs terres. Les enjeux culturels et politiques, ainsi que les traditions, doivent être reconsidérés et la loi sur l'occupation des sols a besoin d'être révisée. Malgré les difficultés, Suzanne Godwin n'a pas l'intention d'abandonner. Je vais continuer à lutter en espérant qu'un jour les choses changeront. Désormais première puissance économique d'Afrique, le Nigeria pourrait devenir l'un des acteurs majeurs de la production agricole africaine, à condition que les femmes puissent y trouver leur place. Voilà, on va quitter l'Afrique pour l'Amérique du Sud et l'Uruguay, coincé entre Brésil et Argentine, où le niveau de vie s'est nettement amélioré au cours de la dernière décennie. Et parmi les produits agricoles, eh bien, un nouveau venu tente de se faire une place. Le cannabis a été légalisé dans le pays il y a 2 ans, mais en attendant sa vente en pharmacie, beaucoup le cultivent eux-mêmes à la maison. Regardez. Des jardiniers d'un nouveau genre viennent dans cette boutique ou dans l'une des 20 semblables qui ont ouvert dans la capitale uruguayenne depuis 2013, quand le pays est devenu le premier du monde à légaliser le cannabis. La loi prévoit que les consommateurs puissent acheter jusqu'à 40 grammes par mois en pharmacie, mais ce volet n'est pas encore entré en vigueur. Alors en attendant, un marché de niche a fleuri. Les gros shops proposent tout le matériel nécessaire pour cultiver soi-même. Ce n'est pas que le nombre de fumeurs augmente, mais c'est que les gens ont maintenant compris que ce qu'ils fument peut être de meilleure qualité. Donc le marché se développe parce qu'ils tentent tel produit, ils voient que ce qu'ils fument est meilleur, donc ensuite ils achètent plus de matériel. Ça développe cette tendance de l'autoculture. Juan cultivait son cannabis illégalement. Maintenant, il est payé pour le faire. Il a été le premier citoyen à s'inscrire sur le registre national des autocultivateurs. Depuis, il prend soin des cultures au sein d'un club cannabique en tant que responsable technique. À peine 2 ans après le passage de la loi, il estime que son application profite à tout le monde.
Il y a maintenant beaucoup de gens qui n'achètent plus sur le marché noir. Ils cultivent chez eux ou au sein d'un club cannabique. Donc, une partie de l'argent qui allait avant au narcotrafic revient désormais à la société, ce qui crée de nouveaux emplois. La plante représente un marché potentiel bien au-delà de la consommation récréative, selon Fabio. Dès que la loi a été votée, ce Brésilien a débarqué en Uruguay avec un projet, cultiver du chanvre, c'est-à-dire du cannabis qui ne contient que très peu de substances actives, pour fabriquer du textile et des médicaments. Avant même sa première récolte, plusieurs laboratoires étrangers se sont montrés intéressés par sa production. Tout le monde veut du chanvre, tout le monde veut des produits issus du cannabis. On est en train d'assister à la naissance d'un marché global du cannabis. Jusqu'à présent, aucune graine de cannabis n'apparaissait sur le registre national des cultures. Plusieurs sortes de semences devraient bientôt y être inscrites, ce qui achèverait de faire du cannabis une culture comme une autre en Uruguay. Allez, on va parler viticulture et changement de continent encore. On part cette fois en Europe à la découverte de ce qui pourrait constituer bientôt une menace sérieuse pour le prestigieux champagne. Un concurrent espagnol, catalan plus précisément, le Cava. Ce mousseux veut en finir avec son image bas de gamme. A-t-il les arguments pour s'imposer à l'export? Élément de réponse en images. À moins d'une heure de route de Barcelone, les vignobles du Penedès. C'est dans cette vallée qu'est produit le Cava, le vin mousseux catalan. Un mousseux qui s'exporte très bien, 154 millions de bouteilles vendues dans le monde en 2014. C'est 10 millions de plus que le champagne, nettement plus cher dans le commerce. Les fines bulles espagnoles veulent maintenant prouver qu'elles n'ont rien à envier à leur prestigieuse cousine française. Le Cava a toujours été un produit de milieu de gamme jusqu'à il y a quelques années. Il n'a pas conforté sa position dans le haut de gamme. Mais les produits, nous les avons. C'est une question de temps et d'investissement comme toujours, de marketing et de mise en scène. Repartir à la conquête du monde grâce à des cuvées de prestige et au bouche à oreille. Cette petite exploitation familiale ne produit que des cavas réserves et grandes réserves, 30 000 bouteilles par an dont 20% sont exportées. 20 € environ la bouteille, c'est 3 fois moins qu'un champagne comparable. Et une cible commerciale toute trouvée, les millions de touristes qui viennent chaque année en Catalogne. Les visiteurs sont notre meilleur atout. Nous les recevons bien, ils rentrent chez eux et parlent à leurs amis de nos produits, de notre accueil. Ils disent que ça vaut la peine. Et même si le résultat n'est pas immédiat, il est plus durable. Les marchés les plus prometteurs, les pays émergents et l'Asie, notamment le Japon, deuxième acheteur de cava haut de gamme après la Belgique. Le Japon, principal client des caves Rossel. Elles y exportent la moitié de leur production annuelle de 300 000 bouteilles. Ce sont essentiellement des cuvées jeunes, la marge de progression est donc encore importante. Je crois qu'à l'international, même si parfois on pense que c'est l'inverse, vraiment l'image du cava évolue aussi vers un produit de qualité. Et donc il faut suivre cette voie. Chercher des produits de qualité et viser des marchés de qualité pour ces produits. En 2014, les cuvées réserves et grandes réserves n'ont représenté que 12% des ventes de cava. Les producteurs espèrent voir cette proportion grimper à 40 voire 50% en 10 ans. Et pour finir, direction la France. La crise des éleveurs aura animé l'été. Et face au désespoir que traverse leur filière, certains producteurs ont décidé de tout changer, comme Daniel Joly, exploitant en Bretagne, qui a choisi d'en finir avec les vaches pour se concentrer sur la culture bio de céréales et de petits pois. On regarde ce reportage. Il y a quelques mois encore, l'étable abritait 70 vaches allaitantes. Mais après 25 ans d'élevage, cette année, Daniel arrête. Réforme de la PAC, hausse du coût des matières premières, chute des prix de vente. Il préfère brader son bétail et l'envoyer à l'abattoir. Aujourd'hui, je ne suis plus éleveur. C'est clair que ça ne me fait rien de les voir monter dans le camion. Alors qu'il y a encore quelques années, monter une vache dans le camion pour l'abattoir, c'était pas quelque chose de naturel pour moi. On était là pour les faire vivre. Pas pour les envoyer à l'abattoir, pas pour les tuer. On était vraiment éleveurs. À la place des pâtures, Daniel a planté du blé noir et des petits pois. Il est aussi passé au bio. Se lancer dans un marché de niche, c'est la seule manière, selon lui, de se faire une place sur un marché mondialisé. Il va falloir se démarquer, essayer maintenant de uniquement faire de la qualité, arrêter la production à outrance. Et c'est soit on fait ça,
soit demain on n'est pas là et on va pointer au chômage, ou si jamais on a trop de dettes, eh ben on fera comme d'autres collègues, on ira mettre une corde dans le bout de la pente du bâtiment, quoi. Depuis sa reconversion, Daniel regarde l'avenir avec sérénité. Pour la première fois depuis plus de 3 ans, il va bientôt pouvoir se verser un salaire. En arrêtant l'élevage, il s'est affranchi de la grande distribution et des transformateurs. Cette année est une très très bonne année pour moi. Et aujourd'hui, 1 hectare de petits pois me rapporte autant que 10 hectares de vaches, quoi. On a de l'argent à la fin, quoi. Notre labeur est récompensé. C'est plus comme avec l'élevage, quoi. Et petit plus, sa reconversion va permettre à Daniel de prendre des vacances, un luxe pour lui qui, en plus de 20 ans, ne s'est autorisé que 8 jours hors de son exploitation. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News et l'info continue.